Montréal, en cette fin de journée du 17 août 1936, des milliers de citoyens sont massés devant les bureaux de la presse, rue Saint-Jacques, pour y prendre connaissance des résultats du vote qui apparaissent sur un écran géant. Le concurrent de la presse, le quotidien La Patrie, n'a pas lésiné non plus. On a tendu en travers de la rue Sainte-Catherine un écran lumineux sur lequel apparaissent les résultats, de même que la tête des candidats élus. Une atmosphère de fête règne aux deux endroits. Les Montréalais ont l'impression d'assister à un tournant de l'histoire du Québec et ils oublient pour un moment les mauvaises nouvelles qui, jour après jour, leur parviennent de la vieille Europe en crise. En cette mi-août 1936, le camarade Staline, dit le petit père des peuples, lance à Moscou une série de procès spectaculaires. Des hauts cadres du Parti communiste sont accusés d'activités contre-révolutionnaires. Tout se fait à peu près dans les formes. 200 spectateurs, dont des diplomates étrangers, ont été invités à assister au débat. Une absence remarquée, cependant, celle de tout avocat de la défense. La veille de ces élections québécoises, une autre gloire du temps, Adolf Hitler, a subi un affront au stade de Berlin, où s'achèvent les 11e Jeux olympiques. L'extraordinaire athlète américain Jesse Owens y a remporté sa 4e médaille d'or en battant l'Allemand Long au saut en longueur. Le Führer, dépité, a quitté les lieux sur le champ pour ne pas avoir à serrer la main d'un homme à la peau noire. Le lendemain, une autre tête d'affiche de cette Europe des totalitarismes, l'Italien Benito Mussolini, se fait prier par le gouvernement français qui voudrait bien qu'il intervienne auprès de son ami Francisco Franco. Un mois plus tôt, en Espagne, la guerre civile a éclaté à la suite d'une rébellion militaire menée par ce Franco. Le peuple espagnol va en avoir pour 40 bonnes années avec le général. Et ce ne sera pas toujours les vacances. À Louisville, on oublie tout ça aussi, mais pour d'autres raisons. 48 heures avant le scrutin, un camion, bondé d'électeurs qui rentrait d'une assemblée électorale, a été embouti par un train à un passage à niveau. Alors que les quotidiens clament la victoire de Duplessis, Louisville enterre ses morts. Le Parti libéral du Québec aura lui aussi à enterrer les siens bientôt, lui pour qui, en fait, le glas a sonné 3 ans plus tôt, quand Maurice Lenoblet-Duplessis a été élu chef du Parti conservateur du Québec. Le Parti libéral du Québec est au pouvoir depuis 1897, alors que Félix-Gabriel Marchand est élu et, à sa suite, Simon-Napoléon Parent, Laumergouin, puis Louis-Alexandre Taschereau. Louis-Alexandre Taschereau est né avec la Confédération en 1867. C'est un homme qui a consacré sa vie à la politique. Il a été 29 ans ministre et 16 ans premier ministre. On peut remonter aussi loin que 1907, quand il a été nommé ministre des Travaux publics et du Travail. D'abord ministre dans le cabinet de Laumergouin, il prend le pouvoir en 1921. À ce moment, le Québec devient, sur le plan statistique, majoritairement urbain. Taschereau était issu, évidemment, de la bourgeoisie. Dans sa famille, il y a eu des avocats, des juges, un évêque et même un cardinal. Et Taschereau a passé des lois qui, à l'époque, étaient des lois d'avant-garde. Taschereau, ministre, avait piloté l'adoption de la première loi nord-américaine en matière d'accidents de travail. Il s'était aussi attaqué au problème du travail des enfants. On pense, par exemple, à l'assistance publique en 1921, la commission des liqueurs, mal nommée, qu'on aurait dû appeler Régie des alcools, en 1921 également, parce que le Québec, à l'époque, était le seul endroit en Amérique du Nord où on pouvait vendre librement de l'alcool, alors que partout ailleurs, dans toutes les provinces canadiennes et surtout aux États-Unis, c'était la prohibition totale jusqu'en 1933. Ensuite, il y a eu la question du suffrage féminin. Là, il n'a pas été d'avant-garde, évidemment. Il a suivi le courant avec le haut clergé, surtout, qui ne voulait pas encourager le vote des femmes. Il croyait à la nécessité d'industrialiser la province et se voyait plutôt comme une sorte de technocrate avant la lettre, prêté par l'entreprise privée au gouvernement pour le plus grand bien économique des industriels et de ses concitoyens. Il n'a jamais été un fervent de la nationalisation. Il aurait aimé, évidemment, que les taux d'électricité soient plus bas, sauf qu'on lui reprochait d'être de connivence avec ses compagnies, comme on disait à l'époque avec les trusts. Et on l'accusait d'être un trustard.
D'autant plus que Taschereau faisait partie de plusieurs conseils d'administration de différentes compagnies. Il élabore de grands projets sur l'exploitation des richesses naturelles ou sur la modernisation de l'agriculture, mais tout ça se cassera les dents sur le crash de 1929. Le Québec s'était développé d'abord avec des capitaux britanniques et ensuite des capitaux américains. Et au moment de la crise, les prix vont baisser, les prix de certains produits, particulièrement le papier. Et Taschereau va essayer d'amener les compagnies à travailler à ne pas, disons, licencier leurs employés parce que la production baissait aussi à l'époque dans le domaine du papier, par exemple, qui était un des grands domaines au Québec de développement industriel, d'ailleurs. Et on va chercher aussi à orienter beaucoup les gens vers la terre. Il va y avoir un programme, un vaste programme de retour à la terre. Il y aura la loi Gordon, une loi fédérale, pour inciter les gens et aussi à amener des subventions au gouvernement qui voudront aider les gens à retourner vers le sol. Le clergé, évidemment, va encourager ce retour à la terre parce que pour lui, c'était non pas une condition, mais un moyen de garder les gens comme catholiques, si on veut. Évidemment, il a essayé de venir en aide aux plus indigents, mais il faut bien dire que la crise était, on l'a dit à l'époque, était mondiale. Économiquement, c'est la misère qui s'installe, entre autres dans les villes. Hein? Dans une ville comme Montréal, en 1932, on va avoir 35 % de la population active qui est en chômage. Jamais avant ou jamais après, on va atteindre un taux aussi élevé de chômage. C'est vraiment la misère. Hein? Le gouvernement du Québec doit prévoir des mesures qu'il va appeler les secours directs. Ça veut dire des mesures pour s'habiller, hein? Pour payer le loyer et pour avoir du bois de chauffage. C'est à ce point-là. Hein? C'est vraiment les besoins primaires là, qui vont être assurés par le gouvernement du Québec. La situation, se dit-on, ne peut pas durer. Ça et là, on se réunit, on proteste ou on débat des remèdes à y apporter. Et il y a un groupe à Montréal, le groupe de l'École sociale populaire, qui est animé par les Jésuites de Montréal et par des laïcs catholiques. Hein? Bon, il y a Alfred Charpentier, qui est un des plus vieux syndicalistes québécois. Il y a Albert Rioux, qui est président de l'UCC, l'Union catholique des cultivateurs. Il y a Esdras Mainville, qui est un économiste. Hein? Ben, ces gens-là, avec les Jésuites, ils vont signer, en 1933, le programme de restauration sociale. Ils décident de dire dans ce programme-là au gouvernement, « Hey, les inégalités sont criantes. Il faut absolument que l'État intervienne massivement dans l'économie. » Les libéraux sont au pouvoir depuis 1897. Ça va mal pour eux, parce qu'il y a des scandales qui commencent à se faire jour. Hein? C'est toujours le propre hein, des gouvernements qui sont longtemps au pouvoir. À un moment donné, à être aussi familier avec l'assiette au beurre, on en vient à en mettre un peu dans ses poches, faut croire, mais bon. Il y a un jeune dans le Parti libéral qui s'appelle Paul Gouin. C'est le petit-fils d'Honoré Mercier. C'est le fils de Lomer Gouin, qui a été 15 ans premier ministre du Québec. Donc, c'est pas non plus... C'est de la bonne graine. Et Gouin est très mécontent. Hein? Il est membre de son propre parti. Il est membre du parti depuis longtemps et il est très mécontent des agissements de son parti. Et au printemps 1934, Gouin, avec l'aide d'un copain Calixte Martineau, avec un autre, Fred Monk, ils mettent en demeure le Parti libéral d'adopter, par exemple, le programme de restauration sociale des Jésuites. Mon Dieu, Louis-Alexandre Taschereau, qui mène le Québec depuis 1920, dit « Hey, les jeunes, tassez-vous! Vous ne viendrez pas nous apprendre à faire de la politique, c'est pas vrai. » Et Gouin est très mécontent de la manière dont leur suggestion est reçue dans le Parti libéral et il claque la porte. Hein? Ils partent en juin. Gouin est à Montréal. Hein? Sa petite équipe est à Montréal. Et à Québec, il y a une autre équipe semblable, dirigée par Philippe Hamel. Philippe Hamel, c'est un dentiste qui mène campagne pour la nationalisation d'électricité depuis 1929.
Puis Hamel est virulent. Hein? Il sort toutes sortes il s'en prend aux grands trusts, là, aux grandes compagnies hydroélectriques du Québec. Le trust de l'électricité était particulièrement détesté parce que les prix étaient exorbitants. Il y avait toutes sortes de manipulations financières dans ces compagnies-là. C'était connu. Et l'électricité, ça demeurait non seulement important pour la vie quotidienne des gens, mais ça demeurait important aussi comme instrument de développement économique. Et on veut absolument s'attaquer à ces trusts-là. C'était des symboles capitalistes qui exploitaient la population. C'était pas très révolutionnaire, au fond, parce que l'Ontario avait créé Hydro-Ontario en 1906. Il y a comme deux équipes qui veulent du renouveau au Québec. Et Gouin rencontre Hamel, puis il dit on pourrait faire une alliance. Hamel, il dit absolument. Fonder un nouveau parti politique. Donc, on décide de fonder l'Action libérale nationale. Et à partir du 12 août 1934, Paul Gouin prend la route du Québec et en un an, il va parler dans 119 assemblées électorales. Puis on n'est pas en élection, là, on est loin des élections encore. Mais Gouin décide, lui, dès maintenant, d'être en élection et il va se promener de place en place. Il va donner comme ça 119 assemblées électorales, mais il va donner aussi à la radio, parce que la radio est le grand médium de l'époque, il va donner 38 causeries radiophoniques. Alors que Gouin et ses amis prêchent la bonne parole sur les routes du Québec, Maurice Duplessis assoit son autorité sur le Parti conservateur qu'il dirige depuis 6 mois. Les Québécois prennent connaissance de cette étoile montante de la politique qui est née aux Trois-Rivières en 1890. Il étudie le droit à l'Université de Montréal, puis il exerce sa profession aux côtés de son père, Néré, un membre en vue du Parti conservateur dont il a été député à Québec pendant 14 ans. En 1927, Maurice Duplessis est élu à son tour député du Parti conservateur à l'Assemblée législative. En 1929, au moment où il y a la déclaration de la grande crise, de la crise économique, Camillien Hood, qui est maire de Montréal, devient chef du Parti conservateur québécois. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un Parti conservateur à Québec. Et Hood va le demeurer jusqu'en 1933. Mais quand Hood dirige le parti, il n'y arrive pas grand-chose, parce qu'en fait, les conservateurs, depuis l'élection fédérale de 1917, sont complètement discrédités au Québec. 5 mois avant cette fameuse élection de 1917, Robert Borden, à la tête du Parti conservateur fédéral, avait fait voter la loi de la conscription. Les Québécois ne lui pardonneront pas et balayeront son parti de leur paysage politique. Hood choisit de partir en 1933, de rentrer chez lui, de quitter Québec pour rentrer à Montréal. Et Maurice Duplessis, qui est député du Parti conservateur depuis 1927, ça veut dire depuis 6 ans, devient le chef du Parti conservateur québécois. Cet avocat de province et célibataire endurci croit à la famille, à la terre, à l'entreprise privée et à la race. Que mes adversaires me décrient, qui me dénigrent, qui m'insultent, ça ne fait rien, mais pas de province et pas de race. Il ne professe que méfiance, sinon mépris à l'égard des gens qu'il juge trop instruits. L'instruction, aimait-il à répéter, c'est comme la boisson, et il y en a qui ne supportent pas ça. Espiègle, rusé comme un renard, d'un caractère plutôt revêche, Duplessis aimait se payer la tête de ses proches comme de ses ennemis. Aucune catégorie de citoyens ne lui déplaira autant que les intellectuels qu'il assimile volontiers à des poètes, des rêveurs, ou encore, injure suprême, à des joueurs de piano. Duplessis devient, au cours des années 1933-1935, une personnalité politique de premier plan. Mais les temps demeurent difficiles. Le Québec, en juin 1935, a un taux de chômage de 20 %, alors que la moyenne nationale est de 15 %. Pour mettre fin à la crise, le premier ministre canadien, le conservateur Richard Bennett, dévoile en janvier 1935 une série de mesures de relance économique portant sur le salaire minimum, l'assurance chômage ou les pensions de vieillesse. Il est prévu que cette année 1935 en sera une d'élection, tant fédérale que provinciale. Au Canada, les libéraux de Mackenzie King se retrouvent à la Chambre des communes avec une imposante majorité. Au Québec, la lutte se fera à 3 sur tout le territoire.
Car il n'y a plus seulement que les libéraux et les conservateurs dans l'arène, il y a également cette nouvelle formation politique, l'Action libérale nationale, dont on parle beaucoup dans les chaumières. Duplessis voit comment Gouin est populaire avec ces idées-là. Il voit comment Gouin a mis sur pied un véritable parti politique, hein? Avec une équipe à Québec, une équipe à Montréal, puis des gens en région qui les suivent. Donc Duplessis dit, tiens, on pourrait peut-être faire des affaires, lui puis moi. Paul Gouin, c'est pas quelqu'un qui avait un flair politique, hein? C'était pas un renard, c'était pas un rusé. Non, mais Duplessis l'appelle, Paul Gouin dit oui, je veux bien, puis tout ça. Et Duplessis dit on peut faire une alliance, les élections s'en viennent, et effectivement, Taschereau déclenche des élections pour le 25 novembre 1935. Il y a donc entente entre Paul Gouin et Maurice Duplessis. Paul Gouin va nommer 60 candidats au nom de l'Action libérale nationale, et Maurice Duplessis va nommer 30 candidats au nom du Parti conservateur québécois. Donc, 90 comtés au Québec, on va séparer le nombre de candidats entre les deux partis. Et Duplessis dit à Gouin, si on remporte l'élection, je vais être premier ministre, mais toi, tu vas choisir le cabinet. C'est toi qui vas former le cabinet. Bon, Gouin accepte. Pourquoi il accepte? Ben parce qu'il pense que c'est donnant, probablement qu'il se dit, bon, former le cabinet, c'est aussi important que d'être premier ministre. Ce sont mes hommes qui vont être là, hein, autour de Duplessis. Donc, allons-y sans crainte. Et sans doute que Duplessis s'est montré aussi très convaincant, très habile. Hein? Duplessis est en politique depuis 1927. C'est un renard, c'est un rusé, vraiment, c'est quelqu'un qui a le flair politique. Donc, il sait émouvoir quelqu'un qui n'a pas le sens politique, quelqu'un qui est un brin naïf sur les bords, sans doute. Et c'est pour ça, à mon avis, que Gouin accepte. Il faudra moins d'une semaine pour que les deux partis de l'opposition annoncent qu'ils vont faire front commun contre le Parti libéral de Taschereau. En cas de victoire, il est entendu que le programme du gouvernement sera celui de l'Action libérale nationale. Les libéraux, pour leur part, annoncent que le gouvernement, après sa réélection, adoptera un projet de loi sur les pensions de vieillesse. Et ils continuent à promouvoir la colonisation et le retour à la terre, qui leur semble être le remède à la situation économique pour le moins difficile de la province. Les mœurs électorales des Québécois du temps laissent à désirer. Les camps opposés en viennent parfois même au coup. Le 25 novembre 1935, le gouvernement Taschereau est reporté au pouvoir. Les libéraux en remportent 48 députés. L'Alliance Gouin-Duplessis en remporte 42. Et sur les 42, il y en a 26 qui sont de l'Action libérale nationale. Hein? Bon. Et donc, 48 à 42, c'est chaud. Hein? C'est vraiment la première fois depuis longtemps que les libéraux là, viennent tout près de perdre. Ces résultats confirment à Duplessis qu'il a réussi un coup de maître en associant son parti à celui de Gouin. Mais ce politicien professionnel n'est pas sans savoir que s'il veut accéder au pouvoir un jour, il lui reste un dernier tour de passe-passe à exécuter, celui de mettre la main sur l'Action libérale nationale. 3 jours plus tard, les troupes de l'opposition se réunissent. Il est alors question de fusionner les deux partis et de confier la direction de l'Union à Maurice Duplessis. Ce à quoi s'opposent Gouin et certains de ses amis, chez qui la haine de Taschereau est moins grande que la méfiance envers le chef cauteleux et indéchiffrable des conservateurs. La stratégie de Duplessis va d'abord consister à s'affirmer comme le vrai chef de l'opposition. La première session parlementaire post-électorale s'ouvre le 24 mars 1936. Les premiers échanges ne laissent de doute dans l'esprit de personne. Duplessis, bien qu'il ne soit le chef que de 16 des 42 députés de l'opposition, en est le véritable leader. Alors, Duplessis, comme chef de l'opposition, avait le droit de demander la convocation du Comité des comptes publics, ce qu'il a fait, et Taschereau n'a pas pu refuser. Et là, c'est vraiment la débandade. Hein? C'est vraiment, pour les libéraux, là, c'est une question de mois, sinon de semaines. Et Taschereau pensait au départ qu'il pourrait s'en défendre. Mais peu à peu, il s'est aperçu que là, c'était un engrenage et il ne pourrait pas s'en défaire. L'Assemblée parlementaire est à demi paralysée par une obstruction presque systématique de l'opposition. Maurice Duplessis va dévoiler jour après jour la corruption du régime. Par exemple,
Les Québécois apprennent que 42 personnes, plus ou moins apparentées au premier ministre, touchent de l'argent du gouvernement. Le poids du scandale pèse lourd sur le régime Taschereau qui, déjà, est sorti passablement amoché de la dernière élection. On comprend bien que lorsqu'on accuse le frère du premier ministre d'avoir fait des malversations avec les fonds de l'Assemblée nationale, parce qu'il prenait les intérêts de l'argent, il les versait dans son propre compte, que là, Louis-Alexandre Taschereau est obligé de démissionner, sans compter toutes les autres accusations dont il avait été, pour lesquelles on l'avait dénoncé. Alors, il y a 3 successeurs, pour résumer, qui finalement apparaissent. C'est les ministres qui n'ont pas été mêlés si vous voulez, aux relations un peu trop intimes entre les grandes entreprises puis le gouvernement. Entre autres, les entreprises hydroélectriques, les entreprises qui ont affaire à la voirie, des choses de même. Ces 3 ministres, c'est Franqueur, député de Lobinière, qui a été ministre des Travaux publics, etc., pendant plusieurs années. Ensuite, Honoré Mercier, qui est le fils du célèbre Honoré Mercier du 19e siècle. Puis ensuite, Godbout, qui est le plus jeune des 3, il se trouve ministre de l'Agriculture. Il est le plus jeune ministre de l'époque. Dolore Godbout était fils de cultivateur, né à Saint-Éloi, dans Témiscouata. Puis Godbout va devenir très rapidement un spécialiste de la zootechnie, spécialement de l'étude des chevaux. Et puis ensuite, il s'est fait élire en 29 député de Lillet, un comté où il avait travaillé auprès des cultivateurs. Donc, ces 3-là apparaissent, mais seulement qu'on élimine Franqueur. On dit qu'il a été trop longtemps avec Taschereau, même s'il était, disons, honnête, là, entre guillemets. Mercier, même chose. Alors, de sorte que Godbout se promenait dans son bureau, puis il disait, c'est pas fait pour moi, je prends pas ça, je vais leur dire non, puis ainsi de suite, jusqu'à la dernière minute. Mais finalement, on le convainc. Et puis, il accepte en juin, alors le 11 juin, donc il devient chef du Parti libéral, remplace Taschereau, devient premier ministre. Dans les heures qui suivent sa nomination, le nouveau premier ministre annonce que des élections auront lieu 2 mois plus tard, soit le 17 août suivant. Le gouvernement aurait pu rester au pouvoir. Le problème, c'est que il n'y a pas de budget de voter. Duplessis, avec son filibuster, son opposition perpétuelle, a fait prolonger les débats. On est rendu au mois de juin, puis le budget n'est pas voté. On était à la veille de manquer d'argent. À moins de, par décision, arrêté ministériel, de voter des montants. On est mal pris, donc on dit on va lancer des élections. On s'attend à ce que l'opposition soit divisée entre l'Action libérale nationale et les conservateurs de Duplessis. Il y avait déjà eu une alliance électorale, mais il n'y avait pas eu de fusion dans un seul parti. Et on déclenche des élections rapidement dans l'espoir de déjouer les manœuvres de Duplessis. Duplessis clame voir dans ce déclenchement des élections une manœuvre ultime du gouvernement pour mettre fin à l'examen des comptes publics. 6 jours après l'annonce des élections, Duplessis et Gouin se réunissent à l'hôtel Windsor à Montréal pour, semble-t-il, y arrêter la stratégie de la campagne électorale. Le torchon brûle entre l'homme d'action qui est Duplessis et l'homme de principe qui est Gouin, depuis que le premier a voulu fusionner leurs formations politiques respectives. Duplessis signifie alors qu'il ne veut pas respecter certains principes de leur union sacrée. Gouin rend la rupture publique. Gouin s'en retourne chez lui avec son petit bonheur et Duplessis, très habile, réussit à récupérer à peu près toutes les autres têtes dirigeantes de l'Action libérale nationale. Gouin rentre chez lui seul et Philippe Hamel, Ernest Grégoire, tous ceux qui entouraient Gouin ont confiance en Duplessis. Ils ont dit c'est lui qui a le vent dans les voiles. Conséquemment, on suit dorénavant Duplessis. Lors de la campagne électorale de 36, Duplessis dit, écoutez, on n'a pas le temps de faire un congrès de fondation, là. Il faut, au plus sacrant, mettre un nouveau parti sur pied. Et il réussit effectivement à créer de toutes pièces, à partir de rien, pour l'Union nationale, en fusionnant les conservateurs et une bonne majorité des gens de l'Action libérale nationale. Parce qu'il est rusé comme un renard, il utilise le mot « national » de Action libérale nationale et « union » de la vieille alliance qu'il avait eue avec Paul Gouin. Donc, il récupère à peu près tout, sauf Gouin, qui a tassé. Hein? C'est du 2 pour 1. Il y a 2 fois plus de candidats de l'ex-Action libérale nationale que de conservateurs, mais c'est Duplessis qui est le leader, qui est le chef. Et il faut savoir que Duplessis n'a jamais été élu chef de l'Union nationale. Le 17 août 1936,
tel que la plupart des observateurs l'avaient prévu, l'Union nationale de Maurice Duplessis remporte une victoire éclatante en faisant élire 76 députés. Les libéraux n'enlèvent que 14 sièges. Pour une rare fois, un parti bénéficie d'une majorité à la fois dans les milieux urbains et ruraux. Quand Duplessis est élu en 1936, la population a l'impression que le Québec va vivre une véritable révolution tranquille. C'est pas ça qu'on dit. On va utiliser le terme beaucoup plus tard. Mais c'était comme ça. Hein? On s'est dit, il y a des choses qui vont changer. L'État va vraiment se mêler d'économie. Il va y avoir des mesures sociales importantes, une politique dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé et tout et tout. Vraiment, il y avait une confiance de la population extrêmement grande en Duplessis, en cette victoire-là. Mais dès la formation du premier cabinet Duplessis, on se rend compte que les conservateurs, les anciens bleus que dirigeait Duplessis, c'est eux qui dominent le cabinet. Il y a plus d'anciens conservateurs que de gens de l'Action libérale nationale. Et déjà, ça va commencer à faire des grincements de dents. Le fameux Dr Hamel, l'apôtre de la nationalisation de l'électricité, n'a pas été jugé ministrable par Duplessis. C'est très mal vu de l'aile gauche du parti. Duplessis convoque rapidement la petite équipe de Québec là, qui faisait affaire avec Gouin, qui avait été élu, hein, Philippe Hamel, Joseph Ernest Grégoire, Oscar Drouin, puis tout ça. Il les convoque assez rapidement pour leur dire, les petits copains, si vous pensiez que c'est avec moi qu'on ferait la révolution, c'est pas vrai, c'est pas ça qui va arriver. Je voulais vous dire que les nationalisations, entre autres dans le domaine de l'électricité, ne m'intéressent pas. Une implication importante du gouvernement dans les choses de la société ne m'intéresse pas non plus. Hein? Et là, les anciens amis de Paul Gouin tombent sur le dos et se disent « Mais il nous dit complètement le contraire de ce qu'il avait annoncé. Ça n'a pas de sens. » Dès le soir de la sermentation, comme ils ne sont pas dans le cabinet, les gens leur font une assemblée monstre au Palais Montcalm. Ceux qui connaissent Québec, c'est à côté du Parlement. Alors, on fait une assemblée monstre de protestation contre Duplessis. On veut même aller le chasser de son appartement au château. Alors, de sorte que les choses commencent très mal. Le ministre des Terres et Forêts, Oscar Drouin, un ami d'Hamel, confronte Duplessis, puis démissionne en février 1937. Et finalement, un à un, quitte Duplessis. Hein? Puis au fond, c'est ce que Duplessis voulait. Hein? C'est d'avoir la paix pour mener à son goût le Québec. Hein? Puis en Chambre, ces gens-là vont se tourner contre Duplessis très rapidement, vont être éliminés du caucus, vont fonder un nouveau parti qu'on appelle le Parti national, qui va avoir une existence éphémère. Puis finalement, ces gens-là qui s'étaient séparés de Duplessis vont collaborer avec les libéraux, de sorte que il va y avoir une double opposition en Chambre. Et il n'y en aura pas de révolution tranquille pendant ces 3 années-là là, du premier terme de Duplessis. Le 28 février 1938, 10 000 personnes manifestent à Québec pour protester contre la manière duplessiste. On accuse Duplessis d'avoir reçu 150 000 $ du Trust de l'électricité pour sa campagne électorale, ce qui expliquerait son manque d'ardeur à nationaliser ce secteur de l'économie. Plus on avance, plus on s'aperçoit que Duplessis, entre autres, va refuser carrément de nationaliser des compagnies d'électricité. C'était la grande promesse électorale qui devra se faire attendre encore quelques années. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va passer une loi des pensions de vieillesse à l'exemple du gouvernement fédéral. Hein? Il va copier le gouvernement fédéral là-dessus. Il va copier aussi le gouvernement fédéral dans le domaine de l'allocation aux mères nécessiteuses. Il va faire passer une loi québécoise en ce sens-là. Bon, mais il prend son idée à Ottawa. Il va faire adopter une loi des salaires raisonnables, où là, le gouvernement va fixer le salaire de base pour les ouvriers. On se dit, ah, c'est génial, c'est mieux qu'un syndicat, ma foi. Mais non, c'est que les salaires qui vont être fixés vont être inférieurs à ce que c'était avant. Donc, une loi des salaires raisonnables, ça va faire complètement le bonheur des employeurs.
Au fond, Duplessis va avoir la même politique que Taschereau, c'est-à-dire qu'il va compter sur les capitalistes étrangers pour développer les ressources naturelles du Québec, pour créer de l'emploi. Sur le plan économique, Duplessis, évidemment, est en plein milieu de la crise économique. Ça va aller très mal au point de vue financier. La dette du Québec va se multiplier par 2 en 3 ans. Mais, d'un autre côté, Duplessis va essayer, tant bien que mal, de donner du travail aux gens au moyen des travaux publics, des grands travaux publics. Je pense, par exemple, au jardin botanique à Montréal, qu'on va développer pendant ce temps-là, aux travaux qu'on fait sur l'île Sainte-Hélène. Mais finalement, on s'aperçoit que ça coûte cher faire travailler le monde. Alors, on va finir par se résoudre au secours direct encore, donner de l'argent sans contrepartie. Il affecte toutefois des sommes importantes à l'agriculture et à la colonisation. Et puis, il va prendre un soin particulier des agriculteurs avec la création du crédit agricole. Le crédit agricole, il s'agissait de prêter de l'argent aux agriculteurs, mais à des très faibles taux d'intérêt. Et ça, c'est une mesure qui va être très, très populaire auprès des agriculteurs. La crise économique des années 30 remet l'idéologie communiste à l'ordre du jour. Les communistes sont actifs au Québec. Pas nécessairement à l'intérieur du Parti communiste du Canada, mais à l'intérieur de la Ligue pour l'unité ouvrière, à l'intérieur des syndicats, à l'intérieur des mouvements sociaux. Effectivement, il y a des gens qui militent au Québec. On est en période de crise, on est en période de difficultés économiques. Alors, les communistes sont actifs sur le dossier de l'assurance chômage. Ils sont les premiers à réclamer l'assurance chômage au Québec au milieu des années 30, au Canada, en fait. La réduction du temps de travail, un salaire minimum garanti, qu'il y a des retours pour surtout des accidentés. Les communistes font les manchettes à l'été 1935. D'un bout à l'autre du pays, on se propose de marcher sur Ottawa pour protester du sort infligé aux millions de chômeurs. Les polices de Montréal et des environs prennent position sur les routes. L'avant-garde de l'armée de la faim, comme on l'appelle, n'aura pas la partie facile. Le 19 juillet, 75 marcheurs comparaissent pour s'être assemblés illégalement sur la route conduisant de Montréal à Ottawa. On enverra ce beau monde derrière les barreaux. Sur le plan social, on les voit mettre sur le pied un comité pour la lumière gratuite pour lutter contre le trust de Montreal Light Heat and Power à Montréal. Ils font des raccords illégaux pour ceux qui se font couper par la Montreal Light Heat and Power, qui se font couper l'électricité. Ils organisent des équipes pour faire face aux fiers à bras engagés par les grosses compagnies d'immeubles qui forcent les gens à quitter leur logement parce qu'ils n'ont pas payé. On est en période de crise, je le rappelle, et on voit des logements au complet vidés sur la rue. Et là, les communistes arrivent avec des fiers à bras pour réembarquer le logement. Il y a d'ailleurs dans ces échauffourées-là, parce que ça se fait pas toujours gentiment, il va y avoir un mort. Et il va y avoir des funérailles à l'occasion du décès de cette personne qui a voulu aider des pauvres gens. Et la presse dit des funérailles rouges à Montréal. Mais ceci dit, en 1936 et 1937, il y a un mouvement anticommuniste très important au Québec, qui est nourri, entre autres, par le clergé. On craint beaucoup que le communisme mondial s'empare du Québec. Ce mouvement-là est à ce point important qu'en octobre 1936, il y a 100 000 personnes qui se réunissent au Champ de Mars à Montréal pour demander au gouvernement d'intervenir et d'interdire le Parti communiste au Québec. C'est donc dit qu'effectivement, dans un contexte d'effervescence, d'ébullition, droite-gauche, et on peut comprendre que Duplessis, habilement, arrive avec sa loi du cadenas, qui, comme vous le savez, sera contestée finalement devant les tribunaux et sera déclarée ultra-vires, mais 21 ans plus tard. La loi du cadenas qui est restée célèbre, qui va permettre aux policiers de la police provinciale d'entrer à peu près n'importe où, sans aucun mandat, comme ça, de rentrer chez votre voisin, si on le soupçonne d'être soit communiste, soit témoin de Jéhovah. Et comme ça, on va faire des descentes. Entre autres, on va rechercher les gens qui sont abonnés à un journal qui s'appelle Clarté. Clarté, c'est le journal du Parti communiste québécois. Et là, on recherche les gens qui sont abonnés à ce journal-là. Et c'est vraiment une sorte de, comment dire, une guerre... ça ressemble à une guerre religieuse, quasiment.
Duplessis va se faire de plus en plus le défenseur de l'autonomie du Québec. Il n'avait pas inventé ça, parce que les prédécesseurs aussi avaient été des défenseurs de l'autonomie, mais il en devient de plus en plus conscient, surtout que dans les années 30, à cause de la crise au Canada, on avait créé une grande commission d'enquête, la commission Rowell-Sirois. Et la commission Rowell-Sirois voulait de plus en plus et de plus en plus massivement qu'on concentre les pouvoirs, qu'on concentre les ressources à Ottawa afin de faire face à la crise. Et Duplessis va s'élever énergiquement contre cette tentative de centralisation en disant que si une province n'a pas les pouvoirs fiscaux nécessaires pour remplir ses responsabilités, qu'au fond, c'est un gouvernement qui est en tutelle. Et c'est une cause qui, éventuellement, va prendre beaucoup d'importance que celle de l'autonomie. Mais déjà, en cette année 1939, on va avoir d'autres chats à fouetter. L'Union nationale a été portée au pouvoir en août 1936, alors que les nuages les plus sombres s'accumulaient au-dessus de l'Europe. Au début de 1939, il est évident qu'un terrible orage va éclater tôt ou tard. L'opinion publique canadienne s'alarme. Si la Grande-Bretagne entre un jour en guerre, aura-t-on à vivre ici les mêmes déchirements d'il y a 20 ans, quand le gouvernement fédéral instaura la conscription? Le 1er septembre 1939, la Deuxième Guerre mondiale se déclare. Le Canada entre en guerre le 10 septembre. Duplessis est au pouvoir, lui, depuis 3 ans, depuis août 36. Et Duplessis voit venir ça et se dit, tiens, si on entre en guerre et que la guerre dure le moindrement, on va avoir encore une fois un problème de conscription. Duplessis, c'est un ancien conservateur. Il sait que les conservateurs ont payé cher au Québec la conscription de 1917, les émeutes de Québec de 18, etc. Donc, il dit, tiens, c'est les libéraux qui sont au pouvoir à Ottawa, je vais essayer de les mettre, eux, dans le pétrin. La loi des mesures de guerre donne d'énormes pouvoirs au gouvernement fédéral. Et on interdit, par exemple, au Québec d'emprunter à l'étranger. Et Duplessis va connaître de réelles difficultés parce que la dette de la province va augmenter considérablement pendant la période. C'est la crise, il a besoin d'argent. Duplessis, la guerre est déclarée, il sent que le fédéral est agressif sur la question des impôts, sur la question des emprunts auprès des banques. Et il se dit, et si je déclenchais les élections tout de suite pour me donner un mandat fort pour passer à travers la guerre, pour avoir la paix? C'est un peu le calcul que je pense il fait. Il déclenche des élections anticipées en disant que le gouvernement fédéral met en danger l'autonomie du Québec sous prétexte qu'il y a une guerre. Certains de ses ministres n'étaient pas au courant. Et puis, la plupart de ses députés ne le savaient pas non plus. À titre d'exemple, M. Joe D. Bégin, député de Dorchester, traversait souvent la frontière pour aller dans l'État de New York. Alors, cette année-là, il y avait exposition universelle. Il est allé à New York. Et puis, le lendemain de l'annonce de l'élection, en passant la frontière, le douanier lui dit « Vous en venez préparer vos élections, M. Bégin? » Il dit « Comment, mes élections? » Bien, il dit « Regardez les journaux. Élection générale annoncée. » Il décrète donc la tenue d'élections générales pour le 25 octobre 1939. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'Adélard Godbout, le chef du Parti libéral depuis 3 ans, a su remonter le parti. Il a tassé, par exemple, les dinosaures de l'époque de Taschereau, et il a su s'entourer d'une équipe de jeunes. Et Duplessis va devoir les affronter drôlement. En plus de ça, Godbout a l'appui du Parti libéral fédéral qui est au pouvoir. Et il y a des gros canons du Québec qui sont à Ottawa, qui s'amènent faire campagne avec lui. Ernest Lapointe, entre autres, le ministre de la Justice dans le cabinet de Mackenzie King. Lapointe s'amène, puis il dit aux gens, votez pour Godbout. Je vous promets que si vous votez pour Godbout, nous allons nous opposer à la conscription, si jamais la guerre dure. Et si vous votez pour Duplessis, nous démissionnons en bloc à Ottawa et vous n'aurez plus personne pour vous défendre. Donc, les libéraux fédéraux, Lapointe, Dandurand, Cardin, disent « Nous sommes les remparts contre la conscription. » Donc,
n'élisez pas Duplessis, vous allez avoir la conscription, mais nous, on va vous protéger de la conscription. Et pendant ce temps-là, Godbout essaie de parler des problèmes internes du Québec, mais ce qui domine, c'est évidemment cette question de la conscription. Et c'est certainement une des grosses causes de la défaite de Duplessis. Les élections arrivent le 25 octobre et Godbout va rentrer très fort. Hein? Duplessis est battu. D'ailleurs, on a tendance à dire que ça a été une gaffe de Duplessis que de déclencher des élections un an avant le temps. Duplessis fait une autre erreur, c'est que il refuse de se soumettre à la censure. Étant donné la guerre, tous les discours à la radio devaient être censurés, recevoir la postille du censeur. Alors, Duplessis, par autonomie, dit « je ne me soumettrai pas à la censure », de sorte qu'il n'a pas pu utiliser la radio pour ses assemblées publiques. Donc, les libéraux vont utiliser la radio à 100%, d'une façon extraordinaire. Puis dans les grandes assemblées, Duplessis ne peut pas faire irradier son assemblée. Il refuse la censure. Les libéraux, très rapidement, ont loué les salles, ont loué tout ce qu'il y avait d'intéressant, ainsi de suite. De sorte que l'Union nationale s'est trouvée un peu sur les câbles. Il ne reste que 16 sièges à l'Union nationale. Le 8 novembre 1939, après avoir rendu visite au cardinal Villeneuve, Duplessis se rend chez le lieutenant-gouverneur et lui remet la démission de son gouvernement. Quelques heures plus tard, Adélard Godbout devient le 19e premier ministre du Québec. Maurice Duplessis, battu en 1939, va demeurer chef de l'opposition à Québec. Adélard Godbout, lui, entreprend 4 ans au pouvoir à Québec et 4 ans d'un gouvernement qui, finalement, va savoir être progressiste. Hein? On va accorder, par exemple, aux femmes le droit de vote en 1940. En 1942, on va adopter la loi de l'instruction obligatoire, finalement, au Québec. En 1944, on va créer Hydro-Québec. Donc, on le voit, le gouvernement Godbout, qui, dans le monde de l'histoire, a longtemps passé pour un gouvernement obscur qui n'avait pas fait grand-chose, est aujourd'hui reconnu par les historiens. C'est vraiment un 4-5 ans de véritable politique québécoise là, que dirigeait Adélard Godbout. Le premier mandat est assez moins éclatant qu'espéré. La question du communisme, la question du français étant venue détourner l'attention des problèmes réels de l'heure, qui est la crise économique. Il se retrouve en 1936 comme un petit roi au Québec. Il a bénéficié des grandes campagnes de l'Action libérale nationale, du génie de Gouin ou de Philippe Hamel. Et quand est venu le temps, il a su les tasser. On pourrait vraiment dire que la victoire de l'Union nationale en 1936, c'est une espèce de récupération par les conservateurs d'un mouvement de changement, d'un mouvement de contestation, d'un mouvement de réforme amorcé par Gouin et l'Action libérale nationale au sein même des libéraux. En fait, Duplessis n'a pas de programme. Hein? Et les historiens ont l'habitude de dire que c'était, que ça a été pendant 3 ans, de 1936 à 1939, un gouvernement brouillon. Dans ce sens-là, il y a comme un détournement là, on s'attendait à ce qu'il y ait un changement, on s'attendait à ce que Duplessis fasse la différence, et en fait, Duplessis va, avec un peu plus de nationalisme, Duplessis va poursuivre la politique de ses prédécesseurs. Quand je considère le favoritisme qui s'est passé sous Taschereau et celui qu'on a vécu après sous Duplessis, on peut... Je fais la réflexion que c'était encore peut-être plus grave sous Duplessis que ça l'avait été sous Taschereau. On pourrait dire que il a perdu l'élection de 1939, mais c'est un peu à qui perd gagne, parce qu'il va pouvoir revenir en 1944 beaucoup plus fort. Là, ce que je dis toujours, c'est que Duplessis a compris que des élections, dorénavant, il ne fallait pas laisser ça de façon démocratique seulement se jouer. Il va mettre sur pied une machine électorale incroyable. Mais ça, c'est une autre période, une autre question.